3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Le mercredi, vous avez pris l'habitude, c'est le jour dédié au best-of de live Twitch sur ma chaîne, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, on va continuer sur mon gros projet estival, mon top 100 NBA 2023. Alors après vous avoir dévoilé les places de la 100e à la 41e, aujourd'hui on va en faire 10 de plus. Aujourd'hui on ne va pas revenir en détail sur le concept, normalement vous le connaissez, je l'ai déjà expliqué de long en large dans toutes les vidéos précédentes de mon top 100 NBA 2023. Ce qu'il faut retenir c'est qu'on juge du niveau à l'instant T, pas du niveau de la saison écoulée, encore moins du niveau de la carrière, et on ne parle pas du potentiel, vraiment, le niveau des joueurs à l'instant présent, c'est ça qui m'importe dans ce top. Donc oui, même des joueurs qui ont été blessés la majorité de la saison dernière, si j'estime aujourd'hui qu'ils ont toujours un très haut niveau, attendez-vous à les voir bien placés, c'est normal. En fait, faut imaginer que j'essaye de construire l'équipe la plus compétitive, qui gagnerait tout de suite, en les classant du premier jusqu'au 100e, ou plutôt dans l'ordre déchronologique, histoire qu'on garde un petit peu de suspense. Quoi qu'il en soit, ce genre de projet, c'est amplement subjectif, c'est mon top 100, pas un top 100 unanime, et des désaccords, on va en avoir, j'espère bien, sinon on va s'ennuyer. Ce qui est essentiel aussi à vous rappeler, c'est que je vous invite à le faire, votre top 100. Vous allez voir, ça prend du temps, ça demande de la réflexion, mais c'est super intéressant. Ça, une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez me l'envoyer à l'adresse mail que vous trouverez dans la description. top100.6iehomme@gmail.com. Alors amusez-vous bien et faites-le sérieusement, parce que parmi les mails que je recevrai, j'en tirerai un au sort parmi vous pour faire remporter un abonnement au NBA League Pass pour l'an prochain. C'est lourd quand même comme récompense. Donc le cadeau est beau, spammez ma boîte mail, ne vous privez pas, et nous on ne va pas perdre plus de temps. C'est parti pour les places 40 à 31 de mon top 100 NBA 2023. Donc on commence avec la place 40, et comme vous le voyez, Zach LaVine, qui cette saison avec les Bulls a connu une grosse chute, parce que regardez, c'est écrit en haut à gauche, je lui ai enlevé 17 places par rapport à l'an dernier. Et déjà ouais, collectivement, difficile de dire que Chicago n'a pas été décevant cette année, et c'est pas normal, moi je trouve, qu'une équipe qui soit composée d'un trio avec Zach LaVine, avec DeMar DeRozan, avec Nikola Vucevic, ne fasse pas une saison qui est suffisamment bonne pour s'assurer une place en play-off. C'est aller jusqu'en play-in, certes, mais cette équipe-là, je suis désolé, elle doit être en post-season, limite sans passer par la case play-in. Et ça n'a pas fonctionné. Et forcément, chez ces Bulls, tout le monde doit se regarder au moins un minimum dans le miroir, tout le monde a sa part de responsabilité. Et Zach LaVine, désolé pour lui, et c'est pour ça qu'il baisse, mais selon moi, c'est un des principaux coupables de cette saison compliquée pour Chicago. Moi j'avais particulièrement apprécié sa saison 2021-2022, donc la saison d'encore avant, je l'avais trouvé à la fois propre, à la fois investi, et Chicago, même si ça avait été plus compliqué pour eux en play-off, ils avaient réalisé une bonne saison régulière, et moi j'imaginais que désormais LaVine, il pourrait peut-être évoluer maintenant à ce niveau avec plus de régularité, qu'il avait mûri, qu'il avait passé un step dans sa carrière, et c'est pour ça que je l'avais classé, 40-17, que je l'avais classé à la 23e place. Mais là, force est de constater que, année après année, à chaque fois que j'ai de l'espoir le concernant, il finit par me décevoir, et j'en conclus qu'aujourd'hui, j'ai du mal à considérer l'arrière comme un joueur qui peut porter sa team avec talent, avec régularité, avec constance, au vu des hauts et des bas qu'il connaît justement saison après saison dans son niveau de jeu, mais aussi et surtout de l'attitude et de l'énergie qu'il met quand il est sur le terrain. Bien sûr, quand il est en jambes, Zach LaVine, ça reste toujours ce joueur qui est capable de traumatiser la plupart des défenses. Il a un shoot très fluide, il a de très bonnes qualités athlétiques, il peut encore dunker sur à peu près tout le monde. Et puis regardez ces chiffres que je vous ai affichés dans le visuel, il y a rien à dire. Non seulement Zach LaVine, c'est un scoreur qui est incroyable, qui peut jouer de manière propre et efficace, ses pourcentages régulièrement sont au rendez-vous, mais en plus de ça, il noircit la plupart des colonnes statistiques, en prenant quelques rebonds, en faisant quelques passes aussi. Franchement, si on regarde que sa ligne statistique, ça vaut plus qu'un top 40. Le problème, c'est que défensivement, et ça se voit moins dans les chiffres, il fait que rarement l'effort, et en attaque, parfois, j'ai l'impression qu'il lui arrive trop de vouloir que tout passe par lui un petit peu, ce qui entraîne certaines ruptures, si on peut dire, dans la circulation de balles de Chicago, et évidemment, ça peut pénaliser son équipe. Maintenant, attention, ça reste un joueur très qualitatif, il serait pas top 40 sinon, parce que là, rendez-vous compte que quand on est dans les 40 meilleurs joueurs de la NBA, on s'approche vraiment de l'élite. Néanmoins, les doutes que j'ai à son sujet, en termes d'investissement, qui sont devenus de plus en plus présents cette saison, quand je le regardais jouer, font qu'à mon sens, il est difficile de pas le faire chuter par rapport à l'an dernier, et c'est ce qui explique sa baisse de 17 places, si vous voulez, les principaux arguments quant à son classement pour 2023. Alors pour Zach LaVine, ça a été assez serré, mais finalement on est sur un accord. Ça débat pas mal dans le chat. J'ai vu certains qui pensent qu'il est largement sous-coté et qui mérite d'être plus haut. C'est pas mon avis, parce que comme je l'expliquais, ces stats pour moi c'est beaucoup de poudre aux yeux qui n'ont peu d'impact dans la win de son équipe. Et pour moi forcément quand tu participes à un sport collectif, ça te handicape un peu. Vous êtes quand même 55% à valider ce range-là. Vous êtes 32%, vous l'auriez mis au moins 5 places plus haut dans le top 35. Pourquoi pas, si vous aimez les joueurs qui sont majoritairement offensifs. Et par contre vous êtes aussi 14%, vous l'auriez mis après la place 45.
35, parce que vous estimez que il mériterait d'avoir plus de poids justement dans cette équipe. Donc voilà, c'est un joueur clivant, mais finalement j'ai l'impression que globalement on est sur un accord, donc on va passer à la suite, mais je sais très bien que Zach LaVine, c'est un joueur qui fait débattre. Donc maintenant, avec Mikal Bridges au 39e rang, on assiste à une belle progression, et ça fait plaisir parce qu'on a un ailier qui gagne 11 places par rapport à son classement de l'an dernier. En début de saison, avec les Suns, moi je m'enflammais pas trop, j'étais content de ce qu'il faisait, mais je me disais qu'il faisait plus ou moins ce que l'on attendait de lui, en se tapant déjà tous les soirs le meilleur attaquant adverse, c'est fort, il essayait de réaliser des prouesses pour le limiter, il le faisait bien, mais en attaque, il était également présent, en profitant notamment du spacing qui était généré par des joueurs comme Chris Paul, comme Devin Booker, comme DeAndre Ayton, ou encore en utilisant les capacités à la création qu'il a su développer depuis sa draft, pour scorer en moyenne 17 points par match. Franchement, c'était déjà propre, ce qu'il montrait à Phoenix, et rien qu'avec ça, pour moi, je pense qu'il aurait pu envisager un top 50. Sauf que ça, c'était le niveau qu'il montrait aux Suns dans le rôle qu'on lui donnait, mais sauf que depuis qu'il est arrivé aux Nets, quelle explosion pour Mikal Bridges là, depuis son transfert qui a été réalisé dans le cadre de celui de Kevin Durant. À Brooklyn, Bridges, il a montré qu'il valait bien mieux que ce statut de role player de luxe qu'il était dans l'Arizona. Dans sa nouvelle équipe, on a un ailier qui a pas du tout hésité à enfiler un tout nouveau costume, celui de go-to guy, par qui la majorité des attaques passent, que ce soit en tant que créateur ou en tant que joueur qui proposera des solutions off-ball. Et ça, j'aime bien cette espèce de polyvalence dans ces deux aspects. Au fil des années, on a un Bridges qui a bossé, il a la réputation d'être un gros taffeur, c'est devenu un shooter qui est de plus en plus sûr à 3 points, et désormais, de plus en plus fréquemment, on le voit prendre les opportunités en contre 1, c'est ce qu'on lui demande de faire, il montre qu'il est capable de le faire, et il montre qu'il est capable de défier son adversaire avec talent dès qu'il joue un petit peu en ISO. Il est très confiant sur ses mid-range, sur ses drives également, parce qu'il a un bon toucher, il a une bonne finesse, je pense que maintenant, il peut largement être considéré comme un two-way player excellent, alors qu'avant c'était surtout un défenseur. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de doute à avoir, c'est quelqu'un qui agit des deux côtés du terrain, il est capable de défendre le plomb, encore et toujours, c'est sa principale qualité, mais maintenant, on voit qu'il est aussi en capacité de scorer aux 3 niveaux. On a clairement un Mikal Bridges, on le voit, qui depuis sa draft est sur la pente ascendante, qui avait besoin de responsabilités pour exploser, il a su les saisir, bravo à lui, et je pense que si j'avais pu avoir un échantillon supérieur de ce qu'il a montré à Brooklyn, parce que pour l'instant, il n'a joué qu'une demi-saison là-bas, je me serais sûrement pas privé de le mettre encore plus haut. Donc, je vais avoir besoin qu'il le prouve sur la durée pour grimper dans ce classement, même si, comme je disais, faut se rendre compte que 39, c'est quand même une place très qualitative, très honorable, mais mon petit doigt me dit que c'est qu'une question de temps avant qu'on ait un Mikal Bridges qui craque le top 35, pourquoi pas le top 30, on verra ce que ça dit la saison prochaine, mais je pense qu'il en est en capacité. Allez, pour Mikal Bridges, je crois qu'on est sur le même pourcentage que ce qu'on avait fait juste avant pour Zach LaVine. Vous êtes 55% à valider ce range, vous êtes 36% à le voir plus haut, dans le top 34, pour moi ça paraît un petit peu anticipé, dans la mesure où des joueurs qui ont montré quelque chose, des très bonnes choses sur quelques mois et qui se sont écroulés après, on en a vu. Moi, je le crois capable de continuer et d'augmenter dans ce top. Je crois capable d'être All-Star très vite, pourquoi pas la saison prochaine. Mais ça, j'ai besoin d'avoir des preuves que pour l'instant, il m'a pas encore assez donné sur la durée. Donc pourquoi pas l'imaginer plus haut. Pour moi, voilà, comme je disais, c'est un petit peu anticipé. Et pour 9% d'entre vous, ça se place après, à la 44e place, ou après. Ça me semble un peu sévère, vu tout ce qu'il a fait cette saison et vu sa présence des deux côtés du terrain. Mais écoutez, c'est votre avis, et puis je le respecte complètement. En 38, maintenant, voici Darius Garland qui a une place qui a toujours assez honorable et qui est très proche de celle de l'année dernière, parce que à une place près, il conserve son ranking de la saison passée. Si lors de la saison 2021-2022, moi j'avais trouvé qu'il avait vécu une superbe explosion du côté des Cavs, qui lui avait permis d'intégrer le top 40, alors que un an plus tôt, il aurait pas du tout été attendu aussi haut, cette année, moi j'ai trouvé que malgré l'arrivée de Donovan Mitchell, qui est un joueur ball dominant au possible, auprès duquel il fallait s'adapter, d'autant plus pour Darius Garland, qui lui, en tant que meneur de jeu, portait pas mal la gonfle, je trouve que il a plutôt bien confirmé, sans faire non plus d'immenses étincelles, mais en prouvant, d'immenses étincelles si, il a été très bon, mais pas beaucoup plus que l'année précédente, mais ce que j'apprécie justement, c'est qu'il a prouvé que sa campagne de l'année d'avant, c'était pas juste un coup d'éclat, ou juste de la poudre aux yeux qui était due au hasard. Donc moi je l'imaginais, en plus de ça, vivre une espèce de petite baisse statistique avec l'arrivée de Donovan Mitchell, mais non, finalement ça n'a pas été le cas, et lui, qui a peu de choses près, finalement, marque autant de points et délivre autant de passes décisives que l'année précédente, tout en ayant conservé des pourcentages assez constants au global. Moi j'ai de quoi être satisfait quand je regarde son impact et sa ligne de stats. Il est toujours amené à agir beaucoup en playmaker, Garland, pour bâtir l'attaque de Cleveland. Je trouve qu'il brille dans ce rôle, mais j'apprécie aussi que cette année il puisse aussi s'épanouir en jouant un peu plus off-ball, en profitant du spacing que provoque Spida quand il porte la balle, parce que forcément un mec comme Donovan Mitchell ça attire les défenses. Et donc quand il est trouvé en catch and shoot, il met ses shoots de loin avec une très bonne réussite, et je trouve ça chouette. À seulement 23 ans, c'est un joueur qui semble déjà assez mature, qui a mûri vite, je trouve, depuis sa draft,
qui est capable de littéralement prendre feu certains soirs, tout en jouant un gros rôle dans la win de sa team, hein. C'est souvent quand Garland est bon que Cleveland arrive à s'imposer. Et clairement, je pense que la très bonne saison régulière de l'équipe de l'Ohio, Darius Garland n'y est pas étranger. On parle beaucoup de l'arrivée de Donovan Mitchell qui a transformé cette équipe, c'est vrai, mais Garland lui aussi a été excellent, hein. Donc vraiment j'ai kiffé. Après maintenant, si je lui fais un petit reproche, et encore le mot est grand, si je dois ajouter un petit bémol, je dirais que malgré son énergie, j'ai quand même toujours pas mal de doutes concernant sa défense. Et en playoff, cette année, même s'il s'agissait de sa première participation en post-season en carrière, donc je vais pas non plus être trop sévère par rapport à ça lui donne certaines excuses, je trouve qu'il a connu beaucoup de difficultés quand il fallait augmenter son niveau de jeu, avec notamment un match 3 et un match 4 qui ont été complètement catastrophiques au niveau du tir, et avec un impact qui n'a pas été suffisant pour éviter à sa team de perdre au premier tour face aux Knicks, malgré le fait qu'ils avaient l'avantage du terrain. Mais bon, allez, comme je disais, il est encore jeune, on va pas être trop sévère avec lui pour ça. Aujourd'hui, il s'affiche à une très belle place 38, et même si cette saison, il a pas été All-Star, comme ça avait été le cas en 2022, moi je trouve que Darius Garland, il a montré qu'il avait des bases suffisamment solides pour se construire un avenir brillant, et je trouve que qu'il mérite ce range très proche de celui de l'année passée. Pour Darius Garland, vous validez cette place à 62%, donc vous êtes 62% à dire oui, il mérite cette place entre plus 5 et moins 5, c'est-à-dire entre la 33e et la 43e. Vous êtes 33% à le mettre place 43 ou après, ça me semble un peu sévère, mais peut-être que vous le pénalisez pas mal sur ses playoffs. Comme je vous le disais, moi, vu que c'était sa première participation, j'étais un petit poil plus tolérant que vous. Et vous êtes 5% à le mettre dans le top 33. Pour moi, c'est un petit peu anticipé, encore une fois, c'est un joueur très jeune. Donc voilà, visiblement, 38, ça valide pour Darius Garland. On est sur un 3 sur 3 que vous validez, pas besoin d'en faire plus, c'est cool pour Darius. Avec Julius Randle, à la place 37, je vois, ou j'imagine déjà certains d'entre vous qui vont bien sauter au plafond, vu les playoffs assez catastrophiques qui viennent de nous livrer cette saison sous le maillot des Knicks. New York a eu beau se qualifier pour le deuxième tour, j'en parlais juste avant, vu que j'évoquais Darius Garland, difficile de dire qu'on a un ailier fort qui a joué un très grand rôle là-dedans, et même si c'est vrai qu'il était en difficulté avec sa cheville pendant cette post-season, difficile de ne pas tirer des conclusions assez abruptes, je trouve, le concernant. Ça fait 2 fois, déjà en carrière, qu'on a un Randle qui participe aux playoffs, et ça fait 2 fois qu'il passe complètement à côté. La première fois, c'était en 2021, et la deuxième fois en 2023, et ce qu'on voit, c'est que quand arrive ce moment-là de la saison, ou de la post-season, il arrive pas à se dépatouiller des défenses qui sont beaucoup plus physiques qu'en saison régulière, et en prenant des masses de shoot difficiles, qui rendent ses pourcentages très bas, je trouve qu'il aide pas beaucoup son équipe, alors que, forcément, les Knicks doivent compter sur lui. Tout ça, ça montre que son jeu offensif, qui se base essentiellement sur l'ISO, possède de vraies limites. Et pourtant, là, on dirait que je suis en train de le descendre à boulet rouge, et pourtant, je le classe à la 37e de mon ranking, et je le fais même gagner 17 positions par rapport à l'année dernière. Est-ce que ce serait pas un petit peu contradictoire, là, tout ce que je fais et tout ce que je dis? Et donc, je crois pas que ça le soit, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a 2 ans, on se rappelle, on avait un intérieur qui avait réalisé une très très grosse saison, qui lui avait permis, au bout du compte, de remporter le trophée de MIP, de joueur qui avait le plus progressé. Le problème, c'est que l'année suivante, lors de la saison 2021-2022, il a pas du tout réussi à confirmer. Il s'est montré peu impliqué, et il avait vraiment donné l'impression que sa campagne 2020-2021, elle était beaucoup due au fait qu'il avait surperformé, qu'il était en sur-régime, plutôt qu'une confirmation du statut qu'il avait réussi à obtenir. Et c'est pour ça que je l'avais classé, que j'avais classé à la place 55, je m'étais dit, ok, il a fait une saison top, mais c'était un petit peu dû au hasard. Et c'est pour ça, que l'an dernier, je l'avais pas mis plus haut. Mais cette saison, moi je trouve qu'en régulière, on s'est rendu compte que non, c'était pas ça, Julius Randle. Parce que malgré les limites qu'il possède en playoff, et son jeu qui, je le répète, est parfois stéréotypé, moi je trouve qu'avec lui, on a quand même un vrai joueur de basket. J'ai l'impression, clairement, qu'il sort de sa meilleure campagne, de sa meilleure campagne en carrière, en mode saison régulière. Et avant la post-season, c'était lui, rappelez-vous, le All-Star de l'équipe, c'était pas Jalen Brunson. Parce que oui, pour beaucoup, à ce moment-là, il était considéré comme le go-to guy de ces Knicks. Cette narrative a clairement changé en playoff, mais pendant la saison régulière, pour tout le monde, c'était lui, avant n'importe qui d'autre, qui portait cette équipe des Knicks. Avec sa puissance, avec ses appuis, mais aussi avec son toucher, il peut martyriser tout un tas de défenseurs, et peu de joueurs, je trouve, en NBA, disposent d'un tel bagage technique qui est combiné avec une telle force, une telle puissance. Et si les Knicks ont terminé 5e de la conférence Est, je trouve que Julius Randle a une vraie part de responsabilité là-dedans. Je trouve également que l'arrivée de Brunson l'a soulagé de pas mal de choses aussi. Il a été obligé de moins créer pour les autres, il a plus profité de ses cuts et de ses bons positionnements au dunker spot, par exemple.
et ça lui a permis d'avoir un jeu qui était quand même bien plus efficace. Aujourd'hui, c'est clairement devenu une machine à New York pour exploiter les mismatchs, pour les jouer en 1 contre 1. Après, en défense, c'est sûr, c'est pas un expert, mais globalement, je trouve qu'il fait le taf, et en attaque, quand il veut bien se donner les moyens, il a déjà montré que, forcément grâce à ses qualités de scoreur, mais aussi grâce à sa vision de jeu et ses lectures qui sont souvent sous-estimées, et qui sont plutôt bien développées pour son poste, il peut peser dans une équipe qui veut être compétitive en saison. Non, vraiment, moi j'ai adoré la régulière de Julius Randle. S'il a été élu cette saison en All-NBA Third Team, c'est pas pour rien, et croyez-moi, s'il avait montré plus de certitude en playoff cette année, j'aurais eu aucun mal à le classer encore plus haut. En attendant, mais moi j'ai besoin que ce joueur pèse bien plus en playoff pour l'imaginer dans le top 30, ou même le top 35 je pense. Ok pour Julius Randle, encore une fois, malgré des débats, ça valide encore une fois, hein. Vous êtes à 58% à valider ce range, donc entre la place 32 et la place 42. Pour 29% d'entre vous, c'est à la place 42 ou plus loin, parce que ces playoffs le desservent énormément, et je peux vous comprendre, mais je veux pas oublier sa saison régulière assez énorme. Je rappelle qu'il était en third team, et même si on ne juge pas que de la régulière, pour moi ça compte pour beaucoup. Et 13% d'entre vous le voient dans le top 32. Pour moi, je comprends, hein, c'est peut-être que vous donnez beaucoup d'importance à la régulière, mais j'ai besoin d'un impact plus régulier, plus puissant en playoff, et peut-être plus de leadership de sa part pour viser plus haut. En attendant, ça me semble compliqué de le mettre au-delà de mieux placé que la 35e place. Parlons maintenant pour la 36e place du défenseur de l'année, Jaren Jackson Jr., qui à Memphis, malgré les aléas connus par l'équipe cette saison, on va pas revenir sur les histoires de Ja Morant, a montré qu'il était un joueur de très grande qualité dans une équipe qui avait des ambitions. Évidemment, au vu de son trophée de défenseur de l'année qui a récemment été remporté, vous vous en doutez, sa principale qualité c'est la défense. Et celle des Grizzlies, rendez-vous compte, c'est le jour et la nuit quand Triple J est sur le terrain ou pas. Quand il est là, c'est une des meilleures défenses de la ligue, quand il est pas là, les trous ils deviennent flagrants. Et moi ce que j'ai apprécié, c'est que même en l'absence de Steven Adams, on a un ailier fort qui s'est débrouillé pour couvrir tout le secteur intérieur défensivement, pour protéger le cercle avec talent, et en se débrouillant aussi pour couvrir à la fois tout le secteur intérieur, mais aussi en posant 3 comptes par match, en étant un gros protecteur de cercle, il faut pas oublier de le dire, il a fini meilleur contrat de la ligue cette saison, pour la 2e année de suite en plus, mais également, et c'est ça qui est appréciable, c'est pas juste un mec qui va rester dans la peinture, parce qu'il peut faire preuve d'une mobilité qui est assez impressionnante pour son gabarit, qui lui permet, quand il est un petit peu en retard, de revenir à toute vitesse pour poser des chase down, et même de switcher temporairement si besoin pour fermer le périmètre et défendre sur des arrières. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas trop de doute, avec ses 2m11, avec ses bras tentaculaires, on a un Jackson Jr. qui possède tous les outils nécessaires, et avec l'expérience qu'il a acquise, il les utilise de mieux en mieux ces outils, même si je trouve que son plus grand défaut, c'est encore de faire des fautes bêtes en laissant un peu trop traîner les bras. Ça se développe avec le temps, c'est là qu'il peut progresser encore, mais je trouve que globalement dans sa maturité et dans sa naïveté, il s'est bien développé ces dernières années. Le mec il peut être partout, il a souvent de très bons instincts, de bons réflexes, et il s'est également fait une spécialité d'intervenir sur les lignes de passe et de faire des interceptions. Donc ça aujourd'hui, ça fait clairement de lui un crack défensif en NBA. Après, clairement, en attaque, il y a plus de progrès à faire, et sa sélection de shoot, c'est pas toujours la plus efficace. Cependant, il faut le noter, dans ce domaine-là aussi, je trouve qu'il a fait d'immenses progrès, réalisant sa meilleure saison en carrière, en termes de scoring, en augmentant largement ses pourcentages aussi, et ça compte. Moi, si pendant longtemps, je lui reprochais un gros manque de maturité ou de discipline, force est de constater que ça y est, à bientôt 23 ans, on a un Triple J qui est en train de trouver son basket. Il a encore des progrès à faire dans le domaine, mais je trouve qu'il a quand même réussi à cocher pas mal de cases, et voilà, vous lui donnez un petit peu plus d'agressivité au scoring pour attaquer le cercle par exemple, et au rebond. Moi j'aimerais juste qu'il passe moins de temps au large quand il est en attaque, ça lui permettrait d'augmenter ses stats je pense au point et pour prendre des rebonds, et vous verrez, moi je pense qu'il est capable de se transformer en vraie bête. Il lui manque peut-être juste encore ce déclic, cet instinct de tueur dans sa tête. Donc voilà, maintenant il est jeune, ça peut arriver, et en attendant de voir si oui ou non il va connaître un tel développement, je trouve qu'une place 36, elle me paraît bien plus cohérente que la 57e qu'il avait connue l'an passé, mais l'an passé il manquait de preuves, et cette saison je trouve que ces preuves-là, globalement, il les a faites. Voilà pourquoi je le mets en place 36. Pour Triple J, ça va aller vite. Vous êtes 77%, donc une très grosse majorité à valider ce choix. Plus des 3/4, personne ne le voit après la 41e place. Et vous êtes 23% à le voir plus haut en le mettant dans le top 31. Oui, moi je peux comprendre qu'on le mette encore plus haut, vu son impact défensif surtout, mais aussi un petit peu offensivement dans une équipe compétitive comme Memphis. J'ai besoin, je pense, de plus d'apports offensifs encore pour être dans le top 31, et encore d'une prise de maturité, même s'il a déjà fait beaucoup de chemin dans ce sens-là, pour viser plus haut. Il a encore ça dans le potentiel, et clairement je pense que dans les jambes, il a de quoi viser lui aussi un top 30 à terme, mais comme beaucoup, j'ai besoin qu'il fasse encore plus ses preuves là-dedans. Il a le temps à 23 ans, mais ouais, pour l'instant il lui reste
reste encore des cases à cocher selon moi. Allez, en 35, maintenant, voici Jrue Holiday, qui perd 5 places par rapport à l'an dernier, mais qui, grosso modo, reste dans le même range, 5 places, c'est pas non plus la mer à boire. Après, à 33 ans, on va pas se mentir, mais c'est à peu près logique pour Jrue Holiday de perdre des places quand on est dans ce ranking, parce que habituellement, c'est un âge où on régresse, au mieux, limite, on stagne. Et pourtant, j'ai l'impression que Jrue Holiday sort quand même de l'une de ses meilleures campagnes de saison régulière en carrière, lui qui, après 10 ans d'absence au All-Star Game, a enfin retrouvé le match des étoiles cette saison, et ça m'a fait grandement plaisir, depuis le temps que je militais pour lui pour ce All-Star Game. Alors pourquoi n'a-t-il pas grimpé dans ce classement malgré tout le bien que je suis en train de dire sur lui? Eh bien tout simplement que malgré son impact que je trouve génial des deux côtés du terrain, d'autres lui sont passés devant parce qu'ils ont montré encore plus de choses à mon sens pendant cette campagne, mais aussi parce que malheureusement, et ça va le desservir, on a un meneur qui est complètement passé à côté de ses playoffs. C'est vraiment dommage, parce que clairement, il est peut-être toujours le meilleur défenseur au périmètre de la NBA, moi il fait partie de mes favoris en tout cas, si on devait élaborer un tel classement. Il a un sens de l'anticipation, une longueur, des déplacements, même une puissance pour un meneur qui lui permettent d'éteindre quasiment n'importe qui quand il porte la balle, et ce que je me rends compte, c'est que peu de joueurs de son gabarit peuvent se targuer d'avoir une telle influence sur le jeu d'une équipe d'un point de vue défensif, et encore plus dans une équipe compétitive. Et puis cette saison, c'était appréciable, pendant qu'on avait un Chris Middleton qui était un petit peu économisé par Budenholzer parce qu'il revenait de blessure, on a un Holiday qui a assumé à la perfection le rôle de lieutenant Giannis, et à mon avis, l'option 2, aujourd'hui à Milwaukee, c'est plus Jrue Holiday que Chris Middleton. À voir si cette hiérarchie rechange l'année prochaine, c'est possible, mais aujourd'hui, si je fais le bilan, pour moi, le lieutenant des Bucks, c'est devenu Jrue Holiday, en tournant à plus de 19 points et 7 passes, il s'est bien montré, je trouve, en attaque, et ce sont pas les Pacers qui en ont pris 51 dans la trogne par Holiday cette saison qui diront le contraire. Le problème, c'est qu'en playoff, il est tombé sur un Jimmy Butler qui était complètement indéfendable, et on a un Jrue qui a eu beau tout donner, il a pris la foudre, il s'est fait trash-talker, et dans ce duel, il a finalement semblé tout petit, il a montré que ses limites, même si je pense que tout le monde les aurait eu, mais ça faisait de la peine de voir un Jrue Holiday, qui est considéré comme un défenseur élite, se faire bouffer de la sorte. Et le problème, c'est que, en parallèle de ça, et ça s'est vu offensivement, se faire bouffer comme ça défensivement, ça lui a mis un coup à la confiance, et j'ai trouvé que son basket était beaucoup moins propre, plus hésitant, et les pourcentages qu'il a affichés dans cette post-season, 40% au global et 28% à 3 points, c'était assez horrible à observer. Heureusement qu'il a fait une saison de niveau All-Star, parce que sur ses playoffs, je l'ai pas reconnu, et c'est pas la première fois que je remarque ça chez lui, en plus de ça, à ce stade-là de la compétition. Je dis pas qu'il est passé à côté de toutes ses séries de playoffs en carrière, mais finalement, il est quand même déjà passé à côté de quelques-unes. Je dirais pas que c'est un choker, loin de là, mais est-ce que c'est une valeur sûre à tous les matchs de playoffs? J'en suis pas certain, Jrue Holiday. Et ce manque d'impact à 33 ans dans les matchs qui comptent le plus, ça explique pas mal, je pense, la petite chute qu'il a connue dans mon classement, mais bon, je le répète, 5 places, c'est rien, et se retrouver quand même dans le top 35 pour un joueur dans le profil de Jrue Holiday, ça reste quand même un truc de grand malade pour un joueur qui a basé sa carrière essentiellement sur la défense. Donc GG à lui, un top 35, ça reste très propre. Donc on continue avec Jrue Holiday, on est toujours sur un accord, ça fait plaisir, même si j'espère qu'il y aura des débats et d'autres désaccords, mais là, je crois que c'est le plus gros accord depuis le début de ce live, parce que vous êtes 86% à valider ce range, 9% d'entre vous le voient après la 40e place, ou 40e place au mieux, et 5% le voient top 30 ou plus. Voilà, les deux se défendent, et je pense que ceux qui le voient après le top 40 sont très déçus par ces playoffs, mais 86% à valider cette place, est-ce qu'il y a beaucoup plus à en faire? Non, globalement nous sommes d'accord. En numéro 34, maintenant, voici Lauri Markkanen. Et la semaine dernière, je me rappelle, je me suis trompé. Je vous parlais de Paolo Banchero, que j'avais classé dans les précédents, entre la place 41 et la place 60, et je disais que parmi les nouveaux entrants dans mon classement, qui n'étaient pas classés la saison dernière, c'est lui qui avait fait l'entrée la plus fracassante et qui se situait le plus haut. Le plus haut. Et ça c'était faux, parce que clairement, et honte à moi pour ça, j'avais oublié Lauri Markkanen, qui à Utah a joué avec un tel talent cette saison, que j'en avais oublié qu'il était même pas dans mon ranking il y a un an, tellement ça me paraît bizarre vu de la saison qu'il vient de réaliser. Imaginez comme c'est dingue. Je sais pas à quelle place je l'aurais mis l'an dernier parce que j'ai pas réfléchi, au-delà du top 100, je l'avais mis en mention quand même, mais même s'il avait été en 101, juste aux portes de stop, ça voudrait dire qu'en étant classé en 34, il aurait gagné 67 places en une saison. Une montée qui est hallucinante, un truc de grand malade. Et avec ça, on comprend bien mieux pourquoi cette année, il a remporté le trophée de MIP qui récompense le joueur qui a le plus progressé en NBA. Et sa grosse montée, sa grosse entrée dans stop est là pour illustrer tout ça. En même temps, regardez ses stats. On est sur des chiffres de franchise player, clairement, rien d'autre. Après, bien sûr que le fait d'avoir fait ça à Utah, une équipe qui a montré de bonnes choses quand même en saison, je veux pas leur enlever, et qui a été une bonne surprise,
surprise, l'équipe un petit peu Cinderella, j'ai envie de dire, si on exclut Sacramento, finalement ça a quand même pas suffi et ça a été un petit peu trop limite pour participer aux playoffs. Et ça, c'est clair que c'est une des raisons qui m'évite de totalement m'enflammer, tant offensivement dans cette équipe du Jazz, il y avait énormément de choses qui passaient par lui et tant il était responsabilisé. Et donc c'est finalement logique, je me dis, de voir ces chiffres augmenter au vu d'un changement de rôle aussi conséquent pour lui. Mais à côté de ça, est-ce qu'on pouvait quand même, malgré ça, malgré ce changement de rôle, prévoir qu'il explose à ce point, tout en jouant avec pas mal d'efficacité? Parce que des joueurs qui sont responsabilités et qui se mettent à croquer, à mettre des points, mais à shooter très mal, on les connaît. Et non, Markkanen, lui, il a joué propre, et avoué que c'était chaud de prévoir qu'il réalise une saison pareille. Le gars, il peut mettre dedans de loin, clairement, il est presque incontrable sur ses mid-range, qu'il maîtrise parfaitement, il crée suffisamment bien la séparation, et il a un tir qui part de très haut, et avec son footwork, son toucher, sa taille, et ses qualités de créateur aussi, il a également aucun mal à attaquer le cercle, donc ouais, clairement, c'est un scoreur aux 3 niveaux. Cette saison, on a un Markkanen qui a obtenu sa première sélection All-Star en carrière, c'était mérité. Pour moi, il représente clairement le futur de cette équipe du Jazz, et si l'an prochain, il confirme, et permet à Utah d'obtenir quelques victoires en plus, pour moi, ce sera nécessaire s'il veut encore augmenter dans ce classement, je pense qu'à seulement 26 ans, je le sens encore capable d'augmenter de quelques places dans ce top, et pourquoi pas lui aussi viser un top 30 à terme. J'ai juste besoin de plus de résultats collectifs, et encore une fois, de plus de preuves sur la durée le concernant, mais voilà, au vu de la grosse saison qu'il a réalisée, il y a de quoi être enthousiaste concernant le joueur finlandais. Et pour Lauri Markkanen, encore un gros accord, vous êtes 74% à valider ce range, ça fait plaisir, c'est vraiment cool. Vous êtes 22% à le voir hors du top 39, pourquoi pas, ça veut dire que vous pensez que ses stats et son impact, je pense, ont été démultipliés du fait qu'il joue dans une équipe avec peu d'ambition, même si Utah a été quand même une petite surprise cette saison, et 4% d'entre vous le voient dans le top 29, parce que vous êtes vraiment amplement satisfait par sa saison, je pense, et que les preuves qu'il a données sont suffisamment convaincantes pour le voir dans le top 29. Pour moi, c'est encore un peu tôt, il doit prouver des choses, mais je comprends ceux qui ont envie de s'enflammer sur Lauri Markkanen, même si vous êtes en minorité, parce que de toute façon, la grosse majorité le voit dans ce range, encore une fois. Et maintenant, 33, Karl-Anthony Towns. Et là, depuis tout à l'heure, on a vu beaucoup de joueurs qui ont grimpé dans ce classement, et donc c'est mathématique. S'il y en a qui grimpent, ça veut dire que d'autres chutent. Et on a un Karl-Anthony Towns qui lui perd 11 places par rapport à il y a un an, et qui fait malheureusement partie de ces joueurs qui ont chuté. Là, heureusement, que je vais pas le juger juste par rapport à sa saison, parce que si ça avait été le cas, j'aurais été bien plus sévère, et je pense pas qu'il aurait été dans mon top 40, peut-être même pas dans mon top 50. À réfléchir, mais heureusement qu'on ne juge pas que sur la saison. Heureusement qu'il avait montré des choses avant, parce que Karl-Anthony Towns, il m'a vraiment déçu. Non seulement il a joué que 29 matchs, mais en plus de ça, d'un point de vue statistique, il s'agit, et de loin, de sa pire campagne depuis la fin de sa saison rookie. Ça pique, et surtout qu'en playoff, il a pas beaucoup fait mieux. Même si j'ai apprécié qu'il essaie de mettre un petit peu d'intensité, notamment au rebond face à Jokic, où je l'ai trouvé pas trop mal, au moins dans ce domaine, j'ai trouvé que Kat, en termes d'impact et d'agressivité, ça n'a pas été beaucoup mieux que ce qu'il avait montré en saison régulière. Là, ce qu'on a vu de manière générale, c'est un joueur qui se fait bouffer bien souvent quand il est en défense, et qui en attaque voit un peu ses performances qui fluctuent en fonction de son mood, en fonction de son humeur. On a un mec qui s'est remis à beaucoup fuir le contact dans la peinture, comme c'était un petit peu son péché mignon plus tôt dans sa carrière, et en parallèle, moi je veux bien qu'il insiste sur le shoot à 3 points, mais dans ce cas-là, faut les mettre, et là, on le voit sur ses pourcentages, il a beaucoup moins bien shooté à 3 points qu'à son habitude, et dit comme ça, les constats paraissent cataclysmiques, même si le fait qu'il ait été blessé pendant la majeure partie de la saison et qu'il fallait qu'il s'adapte à un nouveau dispositif à Minnesota, ça vient lui donner quelques petites excuses qui ne seront plus présentes l'année dernière, mais qui peuvent, je pense, au moins un petit peu compter pour cette année. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Kat? Est-ce que, à 27 ans, même s'il a des excuses, comme je disais, il a juste vu son talent complètement s'envoler? Moi, je pense pas. Et si ça avait été le cas, et si je croyais plus du tout en lui, assurément, je l'aurais mis encore plus bas. Non, le souci, pour moi, c'est que lui, dans sa tête, il se voit comme un poste 4. Et ça se sent bien que lui, il préfère jouer comme un poste 4, il préfère shooter de loin, plutôt que d'aller se frotter aux autres intérieurs dans la raquette. Bien sûr, sur le papier, ça reste un intérieur qui est assez unique, qui a un vrai shoot de loin aussi, ce qui est rare quand on mesure 2m11, mais pour lui, qui avait déjà la réputation d'être un petit peu soft, c'est clairement la solution de facilité de rester au large. Et pour moi, c'est pas dans ce rôle-là qu'il est le plus efficient. C'est peut-être dans ce rôle qu'il se préfère, lui, parce que peut-être qu'il va moins en contact, on a l'impression qu'il aime pas trop quand ça joue trop physique, mais désolé, c'est pas comme ça, Kat, que tu vas être le plus efficace pour faire gagner ton équipe, je pense. Là, moi, force est de constater, je trouve, qu'il est beaucoup plus efficace quand il arrive à mieux doser entre le shoot à 3 points et les moments où il va faire l'effort d'aller dans la peinture, dans les moments où il va punir les mismatchs. Ça aussi, il peut le faire avec talent. J'apprécie aussi que ces dernières années, il ait progressé dans son jeu de passe, ça, il l'a montré un petit peu plus, je trouve, cette saison, notamment en début de campagne, quand il a essayé au maximum d'impliquer Rudy Gobert dans le jeu offensif, pour sa chapeau à lui. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que maintenant,
maintenant, même si c'est son choix à la base, il est un petit peu condamné à jouer en tant qu'ailier fort à Minnesota, parce que Rudy Gobert, clairement, c'est pour lui qu'est le poste 5, et donc maintenant, oui, tant qu'il jouera avec Gobert, on a un Towns qui doit jouer un peu le rôle de floor spacer, qui va peu dans la raquette, et qui en défense se fait bien souvent punir par des intérieurs qui sont plus rapides que lui. Donc c'est pour ça que je suis pas trop sévère, parce que je pense surtout que Towns est mal utilisé. Moi je suis toujours persuadé que si tu le mets dans le bon costume, que ça peut toujours être une force assez dominante au poste 5, tout ça c'est un fait à mon sens. Sauf que bon, je peux pas être non plus trop tolérant, parce que c'est aussi lui qui a demandé à être décalé au poste 4, et au vu de sa responsabilité dans cet échec, en attendant de voir si avec un petit peu plus d'expérience et de matchs joués dans ce rôle, dans son bagage, en apprenant aussi à mieux connaître le dispositif des Wolves avec Rudy Gobert, il est capable de s'adapter, c'est impossible, je trouve, de ne pas être au moins un petit peu sévère avec lui. Donc voilà pourquoi il perd 11 places pour s'afficher au rang 33 cette année, et même si on pourrait avoir l'impression que ça sauve les meubles, c'est quand même décevant de voir qu'un tel talent, parce que oui, Karl-Anthony Towns est bourré de talent, n'est pas en mesure de se classer plus haut, n'est pas en mesure de se classer dans un top 30, quoi. Allez, je l'attendais celui-là et je suis presque content qu'il arrive. On est sur notre premier désaccord avec Karl-Anthony Towns. Vous êtes seulement 36% à le considérer dans ce bon range. Vous êtes 3%. Vous l'auriez mis dans le top 28, et ça me semble quand même très tolérant avec Towns, mais ouais, vous êtes 61% à le voir hors du top 38, et je le comprends tellement il a été décevant, et tellement, vous en avez marre, vous avez l'impression que ça fait longtemps qu'on lui laisse des chances, qu'il n'arrive pas vraiment à les saisir, et j'en ai vu certains qui s'offusquaient de son niveau par rapport à son contrat qui est vraiment immense, et c'est vrai que son contrat c'est peut-être un des pires de la NBA, et si on le juge par rapport à son contrat, il mérite d'être encore classé plus bas. Par contre, vraiment, rendez-vous d'une chose, on ne juge pas par rapport au contrat ou aux attentes, sinon c'est vrai que ce top aurait été totalement différent. Donc clairement, on a un Towns qui répond pas aux attentes du contrat qu'il a signé, ça c'est un fait, quand tu signes un contrat qui est l'un des plus lucratifs de la NBA, il faut clairement que tu sois dans un top 20, c'est pas le cas de Towns. Moi maintenant j'ai été moins sévère que certains, dans la mesure où, comme je l'expliquais, oui, cette année il était utilisé au poste 4, et c'était pas son poste, malheureusement il est condamné à rester à ce poste les saisons prochaines, et je pense que ça va être dur pour lui de se développer comme ça, donc je comprends pourquoi on peut être pessimiste. N'empêche que moi je me rappelle que l'année dernière, l'année précédente, avant d'être un petit peu moins bon en playoff, c'est sûr, et on peut lui reprocher ça, il avait clairement fait une bonne saison à Minnesota, où il montrait que quand il voulait, il pouvait être dominant en tant que pivot, et moi j'ai l'impression que ça c'est toujours présent. Donc c'est pour ça que je le mets à la 33e place et que je ne suis pas plus sévère. Par contre, clairement, si l'an prochain il me déçoit encore de la même façon, et qu'il montre que là ça y est, ça fait 2 saisons de suite qu'il est au plus bas, je pourrais pas garder cette tolérance. Là, ok, avec sa blessure, je veux bien l'être un petit peu. Je comprends vraiment tous ceux qui l'ont mis au-delà de la 37e ou de la 38e place. Mais pour le moment, j'ose croire que c'était un petit peu une exception cette saison et qu'il va se ressaisir, même si je suis peut-être trop optimiste le concernant. Et en 32, avec Tyrese Haliburton, on revient sur une très belle progression dans ce ranking, et ça me fait plaisir, parce que c'est beaucoup plus cool pour moi de détailler et de parler des choses qui vont bien chez des joueurs que j'ai envie de saucer un petit peu, plutôt que d'insister sur tout ce qui se passe mal, comme je l'ai fait certaines fois avec certains joueurs qu'on a évoqués plus tôt. Et là je suis content, avec le meneur qui a gagné 22 places par rapport à l'an dernier, des choses positives à dire, il y en a un paquet. Déjà il faut se rendre compte que l'an passé, quand je l'avais mis en 54, j'avais déjà largement pris en compte le niveau qu'il avait affiché sous le maillot d'Indiana, équipe dans laquelle il était arrivé en cours de saison et avec laquelle il avait joué après le All-Star Break. Ceci dit, là-bas, il avait joué que 26 petits matchs, et même si ces matchs ont été convaincants, c'était quand même dans une équipe qui jouait pas grand-chose. Alors avant de complètement m'enthousiasmer, j'avais besoin d'une confirmation de sa part. Et donc ouais, c'était bien d'être en 54, j'étais persuadé qu'il méritait d'aller plus haut, mais pour ça il fallait qu'il réalise une grosse saison. Et cette confirmation cette année, clairement je l'ai eu, et pas qu'un peu. J'avoue que largement, j'ai eu de quoi être convaincu. Déjà, faut se rendre compte que, balle en main, c'est clairement l'un des meilleurs playmakers de la ligue. À part Harden, personne n'a livré autant de passes décisives par match en moyenne que lui la saison passée en NBA, donc le 2e meilleur passeur de la ligue la saison passée. À Indiana, sous les ordres de Rick Carlisle, c'est lui qui faisait un petit peu la pluie et le beau temps dans cette équipe des Pacers, en gérant le tempo de main de maître, et en arrivant parfaitement à mettre en valeur des joueurs comme Miles Turner, comme Bénédicte Mathurin, ou comme Buddy Hield, et même j'en oublie, qui je trouve ont tous progressé à ses côtés, et c'est déjà pas mal. Je trouve ça fort de rendre ses coéquipiers meilleurs, comme Tyrese Haliburton a montré qu'il était capable de le faire. Sauf que même s'il a été excellent dans ce rôle de playmaker, ça on pouvait s'y attendre plus ou moins, parce qu'il avait les qualités pour se développer en véritable chef d'orchestre. Cependant, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en parallèle, il a également réalisé de très gros progrès dans les autres domaines, et notamment en défense ou dans le scoring. À seulement 23 ans, c'est déjà un mec qui joue hyper intelligemment, qui joue hyper juste, qui fait peu d'erreurs et qui perd que peu de ballons. Et je trouve que pour un meneur de jeu qui est aussi utilisé, c'est des qualités qui ont de la valeur quand même. Sa sélection de shoot, elle est toujours propre, elle est toujours réfléchie, et c'est
pourcentages s'en ressentent, hein, c'est très fort, c'est très juste, 40% à 3 points, 49% au global, il y a de quoi se hyper, il y a de quoi s'enthousiasmer. Non, vraiment, sa saison à Haliburton, je l'ai kiffé, et je dois le dire, je crois fort en lui pour l'avenir. Aujourd'hui, je le mets en 32, mais je suis sûr que dans les jambes, il a de quoi encore viser plus haut pour le futur lui aussi, hein. Ils sont nombreux pour lesquels je dis ça, mais c'est qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans ce top, et clairement, il a un vrai potentiel. Pour l'exploiter maintenant, et pour viser encore plus haut dans ce ranking, il faudra montrer qu'il peut conserver un tel impact dans une équipe playoffable. Parce que pour l'instant, ben voilà, jusque-là, j'ai pas la preuve qu'il est capable de le faire, vu que jamais encore dans sa carrière, il a pu participer à la post-season. Ça, pour moi, ce sera vraiment l'étape supérieure pour encore monter. Être très bon dans une équipe de milieu, voire fin de tableau, c'est bien, mais être très bon dans une équipe qui a des ambitions, c'est encore mieux, je trouve. Je pense qu'il a toutes les qualités, et même le mental pour faire step up son jeu quand ça comptera plus. Je pense qu'il en est capable, mais donc maintenant à lui de le prouver définitivement en apportant plus de victoires aux Pacers la saison prochaine, en essayant pourquoi pas d'accéder aux playoffs pour la première fois de sa carrière et d'y faire des belles performances. Et s'il arrive à faire ça, clairement je pense qu'il peut encore exploser dans son ranking la saison prochaine, Tyrese Haliburton. Et bien pour Haliburton, encore une fois, on est sur un accord globalement, vous êtes 63% à valider ce range, 10% d'entre vous le voient hors top 37, j'ai du mal à comprendre pourquoi, vu tout ce qu'il a prouvé. Par contre, 27% d'entre vous le voient déjà dans le top 27. Ça me semble un petit peu anticipé pour un joueur qui n'a jamais participé aux playoffs de sa vie et qui n'a encore jamais rien pu prouver à ce niveau de la compétition dans une équipe qui gagne. Mais pourquoi pas? Parce que c'est clair que sa saison en double-double, si je ne le jugeais que par sa saison, je pense que je l'aurais mis dans le top 25. Maintenant, je le juge pas que par rapport à la saison, vous l'avez compris, c'est pas le concept ici. Donc c'est pour ça, j'ai besoin de plus de preuves encore en carrière sur le fait qu'il peut être un joueur dominant dans une équipe ambitieuse. Il en est capable, mais pour l'instant ça reste du what if, donc à lui de le prouver. Et là, clairement, il sera dans ce top 25 s'il y arrive. On est à la place 31, à la porte du top 30. Et voilà, pour cette place-là, DeMar DeRozan qui voit son ranking chuter de 10 places par rapport à la saison dernière. Et en vrai, je vais pas le cacher, c'est un joueur que j'ai eu du mal à juger, du mal à évaluer. C'est vrai que l'an dernier, il était en 21, mais quand je l'avais classé à cette place-là, il faut se rappeler qu'il sortait d'une saison complètement incroyable avec Chicago. Il s'était même affiché parmi les candidats pour le MVP pendant quelques semaines. Et en saison, il avait porté les Bulls de main de maître, clairement, grâce à sa science du jeu, son expérience, son côté clutch et ses mid-range. Tout ça, c'était très très fort. Le voir renaître de la sorte après son passage à San Antonio, moi j'avais trouvé ça ultra kiffant. Et ça donnait envie de s'enflammer pour la suite, de se rendre compte à quel point DeMar DeRozan, dans ce contexte des Bulls, pouvait être un joueur dominant. C'est pour ça que je l'avais mis en 21, vraiment. Et je voyais qu'avec l'âge, il avait su gagner en maturité, en justesse, en efficacité. Il avait rendu son jeu offensif bien plus polyvalent aussi, en devenant un minimum playmaker. Je trouve que son passage à San Antonio lui a bien appris à jouer avec les autres et lui a bien appris à lâcher la balle. Et même si ses playoffs avaient ensuite été plus compliqués, DeMar DeRozan, j'y croyais vraiment pour l'avenir, même si j'étais conscient qu'il pourrait pas non plus faire beaucoup mieux que cette place de 21 de l'année dernière. Malheureusement, cette saison, j'ai trouvé qu'il avait eu un petit peu de mal à confirmer. Même si ses stats sont restées très bonnes et lui permettent clairement toujours de s'afficher à une place 31 qui est très 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 honorable, il faut s'en rendre compte, mais tous ces chiffres ou presque ont baissé. Et je dois le dire que dans le contexte très compliqué de cette équipe de Chicago cette saison, avec un Billy Donovan au coaching qui a montré ses limites et en l'absence d'un vrai meneur comme aurait dû l'être Lonzo Ball, mais il était blessé, on a un DeRozan, j'ai trouvé, qui s'est pas montré aussi tranchant que la saison d'avant, lui qui s'était fait une spécialité par exemple de tuer les équipes adverses dans le money time. Même s'il est toujours intraitable sur son mid-range, même s'il est toujours très clutch, les défenses commencent à le connaître désormais, et ça s'est senti que parfois il était peut-être un petit peu plus en difficulté pour trouver son rythme et rentrer dans la zone comme il pouvait le faire par le passé. Donc ouais, DeRozan ça reste toujours un joueur excellent, il ne serait pas classé si haut si c'était pas le cas, mais aujourd'hui j'ai un petit peu plus de doutes qu'il y a un an le concernant et concernant le niveau qu'il va pouvoir avoir à partir de maintenant, notamment quant à sa capacité à porter son équipe vers les sommets. Et ça à mon sens, ça suffit finalement pour expliquer une chute de 10 places dans son ranking qui finalement est assez prévisible aussi pour un joueur trentenaire qui était dans une team qui n'a pas pu participer aux playoffs cette année. Allez, pour DeMar DeRozan, on est sur un gros accord, encore une fois, on va pas en parler pendant des heures, vous êtes 83% à valider ce range, 8% d'entre vous le voient dans le top 26, pourquoi pas? Pour moi, il a pas assez confirmé sa saison précédente pendant cette saison pour y être, et 8% d'entre vous le voient hors du top 36, parce que déçu, je pense, globalement des Bulls, mais je trouve qu'individuellement, dans cette équipe des Bulls qui a été déçue, et forcément ça compte quand on le juge, DeRozan est assez irréprochable, donc je trouve sévère ceux qui le voient en dehors du top 36, mais c'est votre avis, et en tout cas, c'était très cool quand même à observer et à débattre tout ça, finalement, quand on voit que jusque-là, on n'a qu'un seul désaccord.
Voilà pour ce qui est des places 40 à 31 de mon top 100 NBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on est plus ou moins d'accord avec ces 10 places que j'ai dévoilées? Ou alors est-ce qu'on a de gros désaccords? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse à fond. Et puis pour finir, vous connaissez, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça apporte énormément de force. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur évidemment, et je n'ai plus qu'à vous dire à très vite.